Martin Mongin a été professeur de philosophie et a publié des textes sous différents noms d'emprunt. Il est aussi l'auteur d'œuvres de fiction parues aux éditions Tusitala, Francis Ricin en 2019, le Comore Manuel des joueurs en 2022 et le livre des contes dont il était question dans cette rencontre, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 13 mai 2025. Bonne écoute. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour la rencontre avec Martin Mongin à l'occasion de son dernier roman, le livre des contes, publié aux éditions Tusitala. C'est la deuxième fois que nous avons la chance de recevoir Martin, puisqu'il était aussi venu pour son précédent livre, Le Chaumort. Je reconnais quelqu'un qui était en tout cas là la dernière fois aussi. Pour commencer, j'aime bien demander... alors là, ça va être... en tout cas, je sais que moi, quand j'essaye de le résumer à mes clients, c'est un exercice très difficile. J'aime bien demander aux auteurs de présenter leur ouvrage, parce qu'il y a toujours des gens qui ne l'ont pas lu. Est-ce que tu veux bien te plier à l'exercice ? Ouais, sans doute qu'on ne peut pas le résumer, mais on peut le présenter. Donc je vais le présenter. Mais il y aurait plein de manières, il y aurait plein de fils par lesquels on peut entrer, ou plein de portes par lesquelles on peut entrer à l'intérieur. Mais peut-être que la porte principale, ce serait la suivante. Et donc, un peu l'épicentre du roman, c'est le château de Versailles, que vous connaissez peut-être. Et donc c'est le château de Versailles, un jour de grande fête présidentielle. Donc on a le personnage du président de la République qui est un peu au centre de cette grande journée comme ça de festivités, de réjouissances, où un peu tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques, tous les grands patrons, tous les stars du show business, ça, tout le monde est un peu réuni pour fêter, on va dire, la France qui gagne, quoi. Un peu ce truc-là, c'est un peu tous les gagnants de l'économie, tout le monde un peu doré, strass et paillettes. Bon voilà, un peu, on imagine une sorte de festival de Cannes, mais au château de Versailles. Et donc le président de la République, lui, est évidemment le centre, celui vers qui tous les regards sont tournés. Donc voilà, il fait un peu son show, on va dire. Et bonsoir. Et donc il s'avère que alors que voilà le champagne coule à flot, les buffets sont copieusement garnis, il reçoit un coup de téléphone et on lui demande de descendre de toute urgence dans les sous-sols du château de Versailles. Et dans les sous-sols du château de Versailles, on découvre, je passe vite, j'essaie de passer vite, on découvre que vit une sorte de vieille femme qui est à la fois un peu sorcière, un peu oracle, un peu, voilà, une femme dont on comprend qu'elle est capable de voir, de lire les astres et de voir l'avenir, quoi. Et le président de la République va jusqu'à elle et elle lui annonce que il y a un livre qui va bientôt sortir, et ce livre, il s'appelle Le Livre des Contes, donc comme le titre du roman, quoi. Et que dans ce livre, tous les crimes, tous les mensonges, toutes les exactions, toutes les manipulations ourdies par le pouvoir vont être écrites et exposées au grand jour, quoi. Et donc, bien évidemment, il faut surtout pas que ce livre paraisse, il faut surtout pas qu'il soit publié et qu'il soit connu du grand public, sans quoi, c'est tout l'édifice du pouvoir qui risque de s'écrouler, évidemment. Et donc, il y a une espèce de course-poursuite et de course contre la montre qui se met un peu en marche, où il va falloir essayer de retrouver ce livre des contes avant que on le trouve en librairie et voilà, et qu'il soit connu du grand public, quoi. Parfait. Voilà, c'était trop long peut-être pour un résumé. Non, c'était déjà long c'est pour très résumer. Bien. Le livre fait quand même 650 pages, donc... Ah oui, ça va. Donc ça va, c'est ça. Donc c'est un roman, je pense que déjà avec la présentation, on l'aura compris, absolument foisonnant, qui compte quand même pas mal de personnages, des lieux aussi variés. Je m'interrogeais, je me demandais quel était pour toi l'origine de le point, comment dire.
quel a été le point d'origine de ce roman, sur quelle idée tu t'es basé pour commencer à l'écrire? Ben, c'est pas facile à dire, il y a eu plusieurs points d'origine, Okay. il y a eu plusieurs idées, alors je pourrais en choisir une et dire que c'est celle-ci. Et dire que c'est celle-ci. Mais par exemple, en tout cas, un des moteurs de l'écriture de ce roman, et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec en un sens avec ce que je viens de raconter jusqu'ici, mais ça a été la découverte, c'était il y a quelques années. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais ça a été raconté dans la presse, quoi. Donc, c'est l'armée de terre française qui a passé une sorte d'appel auprès des auteurs de science-fiction. Parce que voilà, l'idée c'était que alors c'était raconté comme ça par l'armée de terre, hein, que peut-être que les fonctionnaires de l'armée, ils ont peut-être l'esprit trop étroit pour imaginer l'avenir, en fait. Et vu que voilà, le monde est incertain, on ne sait pas vers où tout ça se dirige, et l'armée elle a besoin d'avoir un peu, comment on pourrait dire, une sorte de perspective sur le futur, quoi. Et donc il s'était dit comme ça, bon voilà, mais ils présentaient ça comme si vraiment ils avaient eu l'idée du siècle. Tiens, peut-être qu'on pourrait proposer réunir une équipe d'auteurs et autrices de science-fiction, et que ce serait ça leur boulot, ce serait d'essayer d'imaginer un peu les menaces qui nous guettent pour d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, bon. Et ça a fonctionné parce que il y a un certain nombre d'auteurs, et surtout des auteurs qui ont répondu présent. Et ils ont été rassemblés dans une espèce d'officine qui s'appelle la Red Team. Voilà, il fallait que ce soit anglais pour que ça sonne sérieux, quoi. Et genre l'équipe de choc, quoi. Et puis ils ont fait beaucoup de com là-dessus. Vous pourrez aller voir ça. Ils ont un site, une page internet dédiée. Bon, on comprend de toute façon que c'est d'abord de la communication. Et puis on voit des espèces de représentations des auteurs en question avec des espèces de casques de science-fiction. Tout ça est très très bizarre. Voilà, parce que c'est là quand même l'armée de terre qui dépense de l'argent pour faire ça. Et surtout, les auteurs étaient censés plancher sur des scénarios, tout ça pour la machin. Et donc à la fois on nous disait oui, mais c'est vraiment ces secrets défense, parce que c'est à partir de ces scénarios que nous on va imaginer les ripostes, les stratégies, machin. Sauf qu'en vrai, les mêmes scénarios, on pouvait les télécharger sur internet, et il s'avère même qu'ils ont été vendus en librairie. Ouais, ils ont été publiés. C'est ça, ils en ont fait 2 livres, je crois. Voilà. Alors on nous dit, mais ça, voilà, il y a ceux-là, mais il y en a d'autres, des encore plus secrets. Bon, on sait pas. Mais tout ça pour dire quoi, que moi ça m'avait un peu choqué sur le moment, dans le sens où moi je suis un lecteur de science-fiction, je suis un lecteur de science-fiction, et moi j'avais plutôt l'impression que quand même globalement on le dit, hein, que la science-fiction française, bon, elle est quand même plutôt en tout cas elle a plutôt un esprit contestataire, et écrire de la science-fiction, ça peut être une manière de dénoncer, voilà, oh là là, dans 20 ans ça va être vraiment horrible, il va y avoir des super policiers, et puis je sais pas quoi, et puis des super armes atomiques, et oh là là c'est méchant, bon. Mais bon, comme a fait Orwell, c'était déjà ça en un sens, quoi. Et sauf qu'en fait ça me faisait prendre conscience du fait que mais même en voulant finalement écrire des romans futuristes qui dénoncent, ou d'anticipation qui dénoncent telle manière d'exercer le pouvoir, ou telle, et bien en fait incidemment, on donne aussi des idées aux gens qui exercent le pouvoir, et que d'une certaine manière, un auteur de science-fiction, c'est un allié objectif des gens qui gouvernent, et qui eux ont très envie qu'on ait des nouvelles techniques de contrôle des foules, de manipulation mentale, etc., etc. Et alors bon. Du coup, ça a fait question pour moi. C'était pas pour trancher le débat là-dessus, mais en tout cas ça a fait question pour moi, oui. Et c'est un thème central quand même du roman, c'est quand même le pouvoir de la science-fiction, mais c'est aussi la question de l'avenir, et qu'est-ce que ça veut dire être capable de voir l'avenir, de prédire l'avenir, et d'anticiper l'avenir, quoi. Bon, voilà. Mais effectivement, les pages... Les pages sur il en est question tout le long du roman, mais il y a quand même quelques pages précisément sur la science-fiction et sur la fonction de la science-fiction pour la fonction étatique, effectivement. M'ont fait froid dans le dos, parce que j'avais jamais vu les choses comme ça personnellement, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est aussi donner les clés du château, c'est ça. C'est que, oui,
j'ai l'habitude de dire, en tout cas, que là, donc ça, c'est le 3e roman que j'ai publié aux éditions Tusitala, et c'est 3 romans qui tournent autour de la question du pouvoir et des figures du pouvoir. Et le livre des contes, on est plutôt du côté des coulisses, quoi. Et c'est comme si on avait la possibilité de tirer un peu le rideau et d'aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe derrière, quoi. Et bon, comme on peut s'y attendre, on découvre que c'est pas très reluisant, mais c'est surtout que les coulisses du pouvoir, donc les coulisses de Versailles, en fait, c'est surtout des personnages. Et donc il y a ce personnage de voyante que j'évoquais tout à l'heure, quoi, qui elle travaille principalement à partir de poulets et d'œufs de poulet. Voilà. Comme faisaient les Romains dans l'Antiquité, hein. Pendant bien longtemps, le poulet a été quand même le principal instrument de lecture de l'avenir. Bon, voilà, faut pas l'oublier. Et donc il y a un autre des personnages qui est un peu un des personnages principaux du roman, qui lui, il a tout un étage aussi, un sous-sol de Versailles qui lui est dédié. Et lui, il dirige une sorte d'officine secrète aussi qui s'appelle le Sci-Fi Lab. Alors j'ai fait sci-fi, c'est comme science-fiction. Là, j'ai fait exprès de mettre de l'anglais aussi pour faire comme la Red Team, pour que ça sonne plus sérieux. Et le Sci-Fi Lab, justement, pour aller beaucoup plus loin que ce que j'évoquais juste avant, c'est un service secret, si on veut, un service de renseignement, mais dont le seul travail est de lire toutes les productions de science-fiction qui existent, qui sont publiées chaque jour sur la planète, ce qui fait sans doute quand même beaucoup. Peut-être Kim pourra nous confirmer ça. Alors oui, parce que d'autant qu'en fait, ils ne se contentent pas de lire ce qui est publié, ils interceptent les manuscrits avant même leur parution. Donc là, ça multiplie. C'est ça. Et donc vraiment dans l'idée, mais bon comme la Red Team dont on parlait tout à l'heure, dans l'idée d'en extraire la substantifique moelle sécuritaire, technopolicière et tout ce qu'on veut, pour ensuite les mettre en application si besoin dans le monde réel, quoi, si on veut, quoi. Donc leur boulot, c'est de transformer des romans en dispositifs policiers, militaires, etc. Et alors, ce roman-là, est-ce que tu as eu des retours de gens du monde, entre guillemets, de la science-fiction, enfin d'éditeurs ou d'auteurs de science-fiction? Non, du tout. Ok. Pas du tout. Parce que je me suis interrogée justement sur la question. Okay, moi aussi. Est-ce que quelqu'un aux éditions du Bélial l'a lu, parce qu'ils sont cités de multiples fois? Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Là, pour le moment, c'est le grand. Je leur poserai la question. Le grand trou noir, ouais. Ok, ça marche. Je sais pas, ouais. Faudrait leur en envoyer un. Je vais dire ça à Mickaël et Carmela. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis même demandé si ça avait été fait avec leur connivence, etc. Ah, ouais. De toute façon. Tellement de, comme je te disais tout à l'heure, de fil à tirer et de suppositions qu'on peut faire à partir de ton roman, que c'est infini, tout ce qu'on peut élaborer comme hypothèse. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des personnages. Qui ont tous, qui sont tous assez, alors j'allais dire tous assez singuliers, en même temps oui et non, parce que je trouve que les personnages de figures politiques qu'on peut un petit peu reconnaître sont pas forcément traités tout à fait de la même manière que les autres. Ils correspondent peut-être un petit peu plus à des archétypes. Oui. Comment est-ce que tu as construit et élaboré ces portraits de personnages? Peut-être oui, en effet qu'il y a une différence de traitement, mais il y avait un peu l'idée qu'en effet tous les personnages, toutes les figures du pouvoir, c'est plus des fonctions que des personnages, quoi. C'est des fonctions. Donc on a la présidente du MEDEF, on a le chef du club de l'entreprise, on a où on a le ministre de l'Intérieur, enfin bon voilà, mais c'est que parce que d'une certaine manière c'est des fonctions dont les personnes qui les incarnent sont interchangeables d'une certaine manière, et même le président de la République lui-même, qui est un peu un des personnages principaux du livre, il se fait appeler seulement le PR pour président de la République. Voilà, il paraît que Macron se fait appeler lui aussi le PR. Ah. Mais voilà, ils ont pas de prénom, c'est un peu comme des enveloppes ou un peu mais avec aussi un peu un côté marionnette, quoi. Et peut-être contrairement aux deux autres romans, celui-ci il tourne un peu du côté du le grand guignolesque, ou un peu le côté un peu carnavalesque, quoi. Et les scènes à Versailles, on a vraiment cette espèce de foule de marionnettes qui sont des gens qui n'ont pas d'autre épaisseur et d'autres chair
que leur fonction et éventuellement les médailles ou les je sais pas quoi, les prix ou les palmes ou les machins. Enfin voilà, ils ne sont que leur fonction et leur décoration. Voilà. Et l'idée, c'était d'essayer de les mettre, de propulser dans cette espèce d'univers un peu bulle, un peu aquarium, quoi, d'y propulser des personnages qui ont éventuellement un peu plus de chair, mais surtout qui sont quand même eux aussi un peu des fonctions, mais qui sont les fonctions inverses, quoi. Et quand même moi, ce qui m'a amusé, parce qu'il y a un peu l'idée dans le livre des contes que c'est un peu, comment on pourrait dire, c'est comme si c'était un peu un vivarium, le livre des contes, quoi, et comme si on considérait un peu le monde du pouvoir comme un vivarium, un peu comme font les entomologistes, vous voyez, les gens qui étudient les insectes. Et on pourrait mettre dans l'aquarium, alors aujourd'hui on va mettre le président de la République, la présidente du MEDEF, tout ça, et puis on peut faire des expériences dessus, quoi. Donc on peut secouer l'aquarium pour voir comment ils réagissent, ou on peut augmenter la température, ou on peut mettre du vent qui souffle très fort, ou on peut aussi rajouter d'autres créatures, quoi. Et puis on peut mettre, comme on peut s'amuser enfant, à mettre dans le même bocal une fourmi et une araignée pour voir qui va gagner, quoi. Vous n'êtes pas amusé à ça, vous? Et là, l'idée, c'était notamment dans le bocal de mettre à la fois donc le fameux PR, dont là dans le livre, voilà, c'est vraiment un type qui ne jure que par la valeur travail. Il faut travailler, il faut vraiment, voilà, bon. Hein. Et puis surtout les gens qui travaillent pas, oh là là, c'est vraiment des méchants. Et puis on va faire tout ce qu'il faut pour leur, bon, vous connaissez un peu la chanson. Et donc dans le même bocal de mettre ce type et alors un autre personnage qui apparaît un peu au début du roman et qui lui a une sorte de, on pourrait dire une sorte de oisif heureux. Une sorte de personnage un peu à la Diogène, hein, ce philosophe qu'on représente dans son tonneau, comme ça, juste à prendre le soleil et à se moquer des passants, quoi. Et donc là, il va s'avérer qu'un fâcheux concours de circonstances ou un heureux concours de circonstances va amener ces deux personnages-là à se rencontrer. Et moi, ça m'amusait un peu, voilà, comme une espèce d'expérience romanesque, de voir un peu quel genre d'étincelle ça peut produire. Ça peut générer, oui. Ouais. Et ça en produit quelques-unes, effectivement. Dans les personnages, il y a également des personnages d'animaux. Il y a beaucoup plus... Enfin, j'avais pas le souvenir que dans tes deux précédents romans, d'ailleurs, les animaux étaient très présents. Mais c'est peut-être moi qui m'en souviens pas, mais voilà. Il y a entre autres l'un des personnages principaux est une ânesse. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler un petit peu de ce choix? Ouais, c'est pas si facile parce que je veux dire, c'est très facile. Je peux vous en parler longuement, mais c'est pas si facile sans dévoiler. Oui, je sais, j'ai eu beaucoup de mal moi-même pour formuler ma question. Bon, ok. Bon, alors sinon on n'en parle pas. Hein. Désolé, il faut lire le livre. Non, mais on peut le dire que. Oui. C'est ça. C'est son cri. C'est l'une des raisons oui, peut-être c'est vrai. pour lesquelles, voilà. Oui, bah ça c'est une autre raison. En fait, voilà, on fait des boucles comme ça, mais c'est une autre raison qui m'a amusé moi de l'écriture de ce roman, si on veut. Ou en tout cas, c'est une autre raison de la place grandissante qu'a pris cet animal dans le roman, c'est que c'est aussi un roman où il est question de beaucoup d'intelligence artificielle quand même, hein. Voilà, pour être un peu à la mode, on est obligé maintenant. Et comment dire, le moment de l'histoire, c'est le moment où il y a justement tous les services de renseignement de Versailles, le Sci-Fi Lab dont on parlait, tous ces services sont en train d'être, où on remplace en fait les agents du renseignement par une intelligence artificielle qui va faire le boulot à leur place, quoi. Donc évidemment, les agents en question sont pas très contents. Mais surtout, donc grosse place quand même de l'intelligence artificielle dans comment on pourrait dire, dans la dramaturgie du roman. Mais j'ai découvert que, alors je sais pas si vous lisez, il faut lire pour avoir découvert ça, il faut lire Nietzsche. Je sais pas s'il y a des gens qui lisent encore Nietzsche. Est-ce qu'on lit encore Nietzsche, hein? Le philosophe allemand, le philosophe un peu maudit, un peu maladif, un peu tout ça.
Et Nietzsche, c'est rigolo parce que quand même, il a écrit donc un ouvrage très célèbre qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra, vraiment un texte de philosophie magnifique. Et il y a beaucoup d'ânes et d'ânesses dans cet ouvrage. Et quand Nietzsche les fait braire, les ânes, et ben il leur fait dire IA. Mais vraiment, c'est écrit IA. C'est pas IAN ou c'est pas HIHA, c'est IA. Il y a comme l'intelligence artificielle, quoi. Et je suis quand même allé voir dans les versions originales parce que je me disais tiens, est-ce que ça peut être quand même des traductions, je sais pas, des hasards de traduction. Et non, quand même le IAN, on le retrouve souvent chez Nietzsche en tout cas toujours IA. Et puis après j'ai fouillé et il fut une époque où le cri de l'âne c'était IA. Bon, et ça m'a évoqué des associations d'idées. Voilà, je sais pas. Ce que tout ça vous évoque, mais moi je me disais qu'en tout cas on pouvait s'amuser à associer de manière plus forte encore le braiement de l'âne et les intelligences artificielles, quoi. Oui, très bien. Merci Guillaume. Merci Guillaume pour la réponse apportée à Martin. Parce que c'est aussi... Il est question aussi à un moment dans le roman de... Alors je pense que je vais écorcher le titre d'un conte de l'âne d'or d'Apulée ou non? Oui. Et qui alors, avec mon collègue Nicolas tout à l'heure, on en discutait et on se disait mais c'est que le livre des contes COMPTES, c'est peut-être aussi le livre des contes CONTES, donc je ne sais pas si ça pouvait aussi être une explication du choix de cet animal. Voilà. Si, mais après, en plus, c'est un animal, moi, qui me tient à cœur, mais il y a plein d'histoires, vraiment, c'est assez chouette dans les écrits des auteurs de l'Antiquité, où peut-être, l'âne avait une plus grande place dans la vie quotidienne, on peut supposer, mais où des auteurs se sont amusés à imaginer des transformations d'êtres humains en ânes. Il y a plusieurs textes après, dont on a du mal d'ailleurs, dont les commentateurs ont du mal à attribuer vraiment la paternité et les liens de filiation, tout ça. Mais il y a ça chez un auteur qui s'appelle Lucien de Samothrace, qui est un auteur qui a beaucoup compté pour l'écriture du livre des contes, quoi. Et aussi Apulée, l'âne d'or, mais il y a plein de versions, tout ça. Et vraiment, c'est à chaque fois, c'est vraiment plusieurs versions d'un même récit, toujours un type qui se fait un peu berner par une sorte de pas une sorcière, mais une dame qui manipule les filtres, tout ça, les filtres d'amour, tout ça, puis il se gourre, quoi, peut-être, et puis il prend le filtre qui transforme en âne. Et tout au long de l'histoire, finalement, il vit la vie d'un âne de l'intérieur, donc il raconte les coups de bâton, même ça peut même parfois prendre des tournures un peu zoophilisques, parce que ça donne un peu une image du rôle que pouvait avoir l'âne à ces époques-là. Bref, et c'est très amusant, c'est des livres vraiment des histoires vraiment très drôles et très et là il y avait aussi un peu l'idée d'en donner un équivalent contemporain, mais ça s'appelle le livre des contes, c'est aussi les comptes à rendre, quand même. Il va falloir rendre des comptes à un moment donné, et c'est sûr que de ce point de vue-là, les ânes et les ânesses, qui quand même depuis des milliers d'années font prendre coup de trick sur coup de nerf de bœuf et coup de je sais pas quoi, eux, à un moment donné, si jamais parole leur était donnée, ils auraient bien des choses, bien des comptes à nous demander, quoi. Voilà. Et à juste titre, évidemment. Oui, c'est ça. Moi, j'avais le sentiment qu'il était aussi quand même question de redorer le blason des ânes et des ânesses, mais des animaux de manière générale sur lesquels on projette beaucoup de caractères stéréotypés, parfois pas forcément extrêmement sympathiques. Et c'est aussi une sorte de... Alors, pas... comment exprimer ça, un pendant à la ferme des animaux, puisque la ferme des animaux sont des animaux qui prennent le pouvoir mais qui finalement ne vont pas faire beaucoup mieux que les humains, puisque ça se transforme à nouveau en totalitarisme. Là c'est une version on va dire utopique finalement de la ferme des animaux, on pourrait dire ça. Ouais. Ah, c'était donc pas volontaire, moi je pensais que c'était dans le projet initial, mais pas présenté comme ça. Okay. Mais je garde la formulation.
Mais oui, c'est bon. Voilà, moi je suis quand même beaucoup nourri aussi de tous ces textes un peu anciens qu'on a pu appeler les voyages extraordinaires. Mais alors souvent voyage extraordinaire, on colle le tampon Jules Verne, mais moi je suis pas du tout un fan de Jules Verne. Je pourrais alors ça, enfin, ça dire, se sent. Je pourrais dire longuement pourquoi. Dans le roman, effectivement, mais plutôt voyage extraordinaire, plutôt du côté de Cyrano de Bergerac, de encore Lucien de Samosate, qui sont des auteurs qui ont je sais pas, pour lesquels qui ont ouvert en grand les portes de l'imagination et ils ont des personnages qui partent sur la lune parce qu'ils se sont greffés des ailes de vautour dans le dos. Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose de très 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 libre et très inventif. Bon, voilà, Jules Verne, voilà, c'est presque maintenant, c'est la hard SF. Il faut que tout soit valide d'un point de vue des lois physiques et tout ça. C'est vraiment bon, voilà. Puis après, Jules Verne, on le met en application en plus. Bon, voilà, il imagine le sous-marin et après on invente le sous-marin. Bon, là, quand c'est Cyrano de Bergerac qui imagine des espèces de moyens d'aller dans l'espace complètement délirant, tout ça, enfin, je sais pas, moi je trouve ça beaucoup plus chouette et plus nourricier pour l'imaginaire. Et à chaque fois, c'est des auteurs qui se sont amusés à écrire des utopies justement en allant les projeter sur la Lune, qui sur la planète, je sais pas quoi. Et donc ces personnages qui arrivent dans l'espace, dans les nues, avec leurs ailes de vautour ou quelque autre moyen que ce soit. Justement, là, il y a un peu la découverte de qu'est-ce que pourraient être d'autres types d'organisations de notre société, d'autres rapports entre les hommes, les femmes, tout ça. Bon. Et le livre des contes, il est aussi nourri de ces écrits-là et de ces imaginaires-là. Donc la question de l'utopie revient aussi. Oui. Bon, voilà, et un peu le jeu entre utopie, dystopie. Bon, voilà, d'un côté, on a la Red Team qui imagine les dystopies les plus inquiétantes pour les faire advenir, quoi. Ce qui paraît quand même... Et on ne sait pas bien, effectivement, de quel côté on va pencher dans tout le long du roman, finalement. Oui, voilà. Sans en dévoiler la fin, mais effectivement... Voilà. Ça se partage effectivement entre dystopie et utopie constamment, quoi. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu du mélange des genres dans ce roman-là, mais dans tes romans de manière générale, puisqu'on y retrouve donc de la science-fiction, de la politique-fiction, des personnages, un personnage qui pourrait être issu des Contes des Mille et une Nuits, des fables, romans picaresques, littérature médiévale, bref, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce melting pot? Oui, c'est peut-être moins appuyé, je me rends pas compte moi, mais dans ce livre-là que dans les précédents, et peut-être que quand même c'est vraiment le premier roman qui s'appelait Francis Ricin, où là c'était peut-être plus marqué, bon, et à chaque chapitre on changeait un peu de registre littéraire, et puis on avait un polar, et puis après le chapitre d'après c'était un journal intime, et puis après c'était une sorte de roman fantastique, bon, où vraiment Alors c'était plus marqué dans Francis Ricin parce qu'effectivement je pense qu'en effet c'était par chapitre, c'était segmenté. Oui, voilà. Là finalement j'ai un peu l'impression que ce soit moins, mais c'est mélangé, c'est-à-dire que tout se mêle, on va dire. Oui, et c'est plus des personnages qui viennent de on sait pas trop quel univers, galaxies de littérature. Ouais. Mais par contre, ça c'est des choses que j'aime bien. À un moment donné, un peu au milieu du roman, il y a un article universitaire, par exemple, dont on se demande un peu qu'est-ce qu'il vient faire là. Et voilà, c'est présenté comme ayant été écrit par deux auteurs. On ne sait pas trop qui c'est, mais ils ont écrit plein d'autres choses. On peut aller sur Internet, d'ailleurs, on peut retrouver un certain nombre de leurs écrits. Et c'est un article qui s'intéresse au slogan des grandes entreprises, au slogan des entreprises du CAC 40. Voilà. Ce qui, quand même, il fallait s'y intéresser. Mais c'est assez saisissant comme chapitre, effectivement. Bah oui, mais il fallait, voilà. Mais par contre, quant à la forme, là, pour le coup, c'est très marqué. On a des notes de bas de page, beaucoup de références, tout ça. Bon. Et même si on se rend compte peut-être, ça fait peut-être 10 ou 15 pages, à un moment on se rend compte que tiens, ça se raccroche quand même avec des bouts du roman, bon tiens, c'est bizarre, ah oui, mais lui c'était pas un personnage de fiction quand même, bon. Voilà, mais moi j'ai un peu ce goût-là quand même toujours de venir un peu varier les registres et je sais pas, et puis de mettre du jeu un peu dans tout ça et de, comment on pourrait dire...
ouais, du jeu, quoi. Ah bah oui, Du jeu. Du jeu, effectivement, et il y en a énormément. Voilà, et pour la même raison, plus loin qu'au milieu, donc je sais pas où ça amène ça, à plus loin que le milieu, avant la fin, il y a aussi il y a un roman dans le roman, et donc en effet il y a une sorte de roman de science-fiction, les fameuses pages bleues. Voilà, qui a le mérite d'être bien identifié en bleu, comme ça, on sait quoi s'en tenir. Et voilà, avec un peu un jeu sur, c'est comme si c'était un autre éditeur. Bon, c'est aussi une occasion de s'amuser en termes de mise en page, de typo, tout ça. Oui, puis même en termes d'écriture, moi j'ai trouvé ça assez un peu connoté SF des années 70. Voilà. Oui, voilà, ouais. Donc même dans l'écriture, pour le coup, il y a quelque chose de différent du reste du roman. Même si, en fait, voilà, au début, on se pareil, bon. Enfin moi, oui, c'est ça que j'essaie de faire, que j'aime bien faire, et qu'en tout cas j'aime bien aussi trouver dans des romans. C'est au début on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'a rien à voir. Et puis en fait tiens, ting ting, il y a des petites clochettes qui tintent, et en fait on se rend compte que ce qui avait l'air d'avoir rien à voir est connecté d'abord de manière ténue, et puis après de manière plus importante avec le reste, quoi. Bon. Ok. Mais alors justement sur tes étapes de travail. Je me demande comment tu t'y retrouves. Non, mais parce que il y a des connexions qui se font, c'est-à-dire un détail qui apparaît, on va dire, dans les 50 premières pages du roman, qui ne se résout qu'à la fin, et en fait il y a sans cesse des choses comme ça, des allers-retours, je pense, sans en dévoiler trop, c'est pas non plus... mais l'histoire des barquettes, voilà, entre autres, mais il n'y a pas que ça, pas que les barquettes. Ou les deux condamnés, enfin voilà, il y a plein de choses, et ça fourmille de choses comme ça, et ça fait 650 pages, enfin bref, comment est-ce que toi tu construis, comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que tu construis ton roman, toutes ces histoires dans les histoires, etc. Moi j'aime bien aussi en tout cas le truc que c'est pas forcément les choses dont on aurait supposé que c'est celles-là qui allaient se résoudre qui se résolvent, quoi. Et il pourrait y avoir des choses qui paraissent un peu centrales, et en fait même à la fin on n'aura pas on saura pas la vérité, ou je sais pas, enfin on n'aura pas la résolution, on va pas nous expliquer, enfin voilà, il y a des éléments qui restent un peu dans une sorte dans des limbes ou dans une sorte de flou, mais par contre il y en a d'autres où des sortes d'éléments qu'on avait rencontrés, puis c'était un peu mystérieux, mais on se disait peut-être c'est pas grave si c'est mystérieux, et à la fin on fait ah d'accord, c'était ça, ok, les barquettes, ok, bon voilà. Bon. Alors même qu'on avait oublié cette histoire de barquette, quand même. Oui, bien sûr, voilà. Bon, mais aussi peut-être pour déjouer un peu les attentes, et bon, voilà. Après, mais sur la fabrique du livre, comment je fonctionne, j'ai quand même un cahier où bon, voilà, je prends des notes dans un cahier, donc ça me permet de pas trop me perdre quand même non plus. Mais après, c'est un peu un jeu comme un patchwork, je sais pas, ou de. Parce qu'il y a beaucoup de c'est aussi pour le coup, je trouve, un roman sur l'espace-temps. Enfin voilà, il y a différentes temporalités, des histoires enchâssées. La couverture représente extrêmement bien pour le coup les différentes mises en abîme, etc. Peut-être que moi, ce qui m'amuse le plus dans le truc d'écrire des livres, c'est de partir d'idées qui ont vraiment rien à voir entre elles. Parce que des fois ça m'arrive, je sais pas quoi, je sais pas ce qui m'arrive, et je me dis ah ouais tiens ça pourrait être une idée, tiens hop, et j'imagine une sorte de scène ou je sais pas quoi, ou tiens il s'est passé quelque chose, ou je vois un tableau avec et je sais pas, et je me dis ah ouais ça pourrait être un bon un bon démarreur, un bon embrayeur, bon voilà. Mais souvent, oui, en fonction de ce qui m'arrive dans la vie de tous les jours, ces trucs-là, ils n'ont pas forcément des choses à voir, mais je les note quand même dans mon cahier. Et moi, ce que je trouve vraiment très stimulant, c'est à un moment donné, je me dis, tiens, j'en ai plusieurs maintenant des embrayeurs. Et là, il y en a, je sais pas, peut-être 4 ou 5 dans le livre des comptes. Et c'est par la suite, donc, de bien les expliciter sur mon cahier, et de chercher ensuite à essayer d'inventer le fil secret qui va les relier entre eux, ces trucs qui vraiment n'ont rien, a priori absolument rien à voir, mais les relier de telle manière que à la fin ils vont paraître nécessairement reliés les uns aux autres, quoi. Et que en fait tout ça fait c'est un tout, quoi, et c'est une sorte de machine, et
Et chacun de ces embrayeurs, c'est une pièce de la machine. Oui, et à la fin, tous imbriquent. Voilà, et on peut pas en enlever une sans que bon, voilà. Et ça, je trouve ça assez stimulant, quoi, de créer, en fait, d'inventer des liens et des coutures là où on a des choses qui, en fait, voilà, sont. Mais alors j'ai l'impression qu'en plus non seulement tu fais ça dans tes romans, mais pas que, puisque tu tisses je pense, des liens avec. Alors déjà dans tes comment dire, pour tes romans entre eux, mais pas seulement, puisque j'ai fait une petite recherche à partir d'un petit passage du livre, donc j'ai noté le passage. Les mots étaient impuissants à décrire une telle désolation et un tel acharnement des hommes à tuer, à moins peut-être de s'en remettre au vocabulaire de la guerre et du champ de bataille. Encore celui-ci fut-il incapable de dire cette stupeur noire, cette insondable consternation et cette colère informulée qui accablait les pins de Fontainebleau. Pour exprimer cela, il lui fallut s'aventurer sur la voie des mots secrets et interdits, des mots comme immamorupti, mophodonte ou babelovar, qui disent la mort, le silence, la folie. Alors évidemment, avec une curiosité de lectrice, je me suis dit, j'ai quand même tapé sur Google ce que ça veut dire immamorupti, parce que je me suis dit, ça doit être un dialecte, je ne sais trop quoi. Et la seule occurrence, c'est un site internet dont j'ai mangé le nom, mais voilà, qui nous renvoie dans une pièce de théâtre et publié aux éditions Babelovar, maison d'édition assez mystérieuse, mais dont il me semble que tu es aussi l'auteur de cette pièce de théâtre. Donc bref, on est d'accord que tu mets un point d'honneur aussi à créer des liens avec finalement des choses qui se situent hors du livre aussi. Ouais, et moi j'aime bien cette idée-là de faire résonner aussi les livres entre eux, et que de l'un à l'autre, on retrouve, je sais pas, un lieu, un personnage, Oui. Oui. Et c'est peut-être le seul inconvénient c'est qu'il y a beaucoup de gens qui là, un peu dans ces moments de rencontre, qui me disent oui, j'ai passé, voilà, tout au long de ma lecture, j'ai passé beaucoup de temps sur Google à faire des recherches, et je me disais ouais, zut, et peut-être que malheureusement c'est peut-être trop des livres qui donnent envie d'aller faire des recherches sur Google, et je m'en désole. Ouais, mais c'est tentant en même temps, et puis on est tellement content quand on a fait une trouvaille, quand on a trouvé quelque chose, un fil à tirer justement. Oui, donc aussi, voilà. Ouais. Donc en fait, moi je trouve que ça participe aussi du côté ludique. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, oui, un tout autre embrayeur de ce roman. Et pareil, vous allez voir, ça paraît n'avoir quand même vraiment pas grand-chose à voir. C'est une enquête que j'ai faite, dans les archives, une enquête historique autour d'une anecdote historique qui met en scène le François Ier. Et donc c'est un truc que j'avais découvert. Moi, je suis spéléologue et je m'intéresse beaucoup au monde souterrain. Et dans un livre qui recense un peu plein d'anecdotes autour du monde souterrain, ça racontait que donc c'est en 1516. François Ier, il est arrivé près d'une grotte qui se trouve en Isère, ça s'appelle la grotte de la Balme. Vraiment une grotte vraiment incroyable, très belle, gigantesque, avec un porche vraiment fou, quoi. Et lui, il arrive là après, il revient d'avoir fait la guerre, je crois que c'est après Marignan, tout ça, bref. Et donc, il est encore fraîchement couronné, on lui montre la grotte, il trouve ça formidable, et il demande ce qu'il y a au fond, quoi. Et on lui explique que personne n'a jamais été au fond de la grotte, parce qu'il y a un lac, et puis sur l'autre rive du lac, il y a des légendes, et tout le monde a peur, et on ne sait pas trop, quoi, comme s'il y avait un peu des monstres, le diable, tout ça. Et François Ier, lui, ça lui paraît quand même un peu fort de café. Il dit non, là, attendez, c'est pas possible. On va organiser une expédition et on va aller voir ce qu'il y a à l'autre côté du lac souterrain, quoi. Et donc il demande à ses chevaliers, à ses hommes de cour, tout ça, et personne évidemment est assez courageux pour aller braver les ténèbres, quoi. Et donc il va demander dans les villages, tout ça, et ça marche pas. Et donc, bien obligé, il finit par aller tirer 2 condamnés à mort d'une prison proche, et il leur promet sa grâce si jamais ils acceptent d'aller de monter dans un bateau, d'aller au bout du lac, d'aller voir ce qu'il y a sur l'autre rive et de venir leur raconter. Et ça, c'est une anecdote
présentée comme une anecdote historique qu'on retrouve vraiment racontée 1000 fois depuis le XVIIIe siècle dans plein d'ouvrages. Et moi, j'ai fait des recherches vraiment très détaillées dans les archives sur Gallica, machin, pour vraiment retrouver toutes les occurrences, tout ça. Et quand même, ce qui est bizarre, c'est que surtout, moi, ce qui m'inquiétait, c'était qui étaient ces deux condamnés. Et a priori, pour ce qui est de François Ier, on a vraiment des comptes rendus très précis de toutes les décisions qu'il a prises, de tous les faits royaux. Donc, toutes les grâces sont, par exemple, consignées, quoi. Donc, s'il y avait eu une double grâce, ça n'aurait pas manqué d'apparaître. Et impossible de retrouver la trace des deux condamnés à mort, quoi. Et donc, ça posait la question, parce que donc dans les archives, on raconte qu'ils sont montés à bord du bateau, qu'ils sont allés voir et qu'ils sont revenus et qu'ils ont confirmé toutes les légendes. Mais qu'ils ont confirmé toutes les légendes pour pas trop, comme s'ils voulaient un peu sauver leur peau, voilà. Bref, mais impossible de retrouver leurs traces. Et est-ce que en fait, ils n'ont pas été quand même zigouillés après? Bon, je me suis pris d'affection pour ces deux condamnés à mort. Bref, et toujours est-il que, en fouillant les archives, tout ça, et en trouvant des archives de plus en plus proches de l'événement lui-même, quoi, de la date de 1516, et on se rend compte qu'il est de moins en moins question des condamnés à mort, ils disparaissent, ils sont remplacés par d'autres personnages, tout ça, comme si peut-être, possiblement, ils n'avaient jamais existé, quoi. Et que tout ça n'était qu'une invention ultérieure, tout ça. Et donc, en fait, au moment où moi je perdais un peu la trace des condamnés, la trace historique, je me suis dit, tiens, mais je vais faire aussi un livre où, en fait, on explique en vrai qui ils étaient. Et dans le livre des contes, vous avez la solution, et on sait, là pour le coup c'est quelque chose qui se résout, on sait très précisément qui étaient ces deux condamnés à mort. On a leur nom, on a leur fonction, on sait pourquoi ils en sont arrivés là, et on sait aussi comment ça a fini pour eux. Voilà. Mais ça arrive vraiment à la toute fin, donc il faut aller jusqu'au bout. Eh oui, 650 pages. Alors dans les jeux avec le lecteur, il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est la frontière entre la réalité et la fiction. Et il me semble que tu joues beaucoup avec ça. Et il y a une petite phrase qui dit dans le roman, une seule chose comptait. Non, pardon, c'est pas celle-ci. Une mystification était d'autant plus acceptable et donc crédible qu'elle s'appuyait sur un socle de vérité. Il me semble que ça donne un petit peu, ça donne peut-être une partie de ta recette. J'ai trouvé que ça résumait en tout cas pas mal de choses dans ce roman-là. Qu'il y a beaucoup d'histoires que tu racontes qui marchent parce qu'en fait tu donnes des noms qui existent vraiment, etc. Ouais, c'est une bonne technique, hein. Mais c'est une très bonne technique parce qu'il y a un passage sur le poulailler du gouvernement. On pourra le lire peut-être après, non? Ouais, alors moi je me souviens plus où il est. Tu sais quelle page c'était? Voilà, on pourra le lire peut-être après. Devrait, voilà, que j'ai trouvé extrêmement déroutant et que je me suis dit, mais il y a un moment où je me suis dit, quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Enfin bon, bref, voilà. C'est que moi j'ai une formation universitaire, donc moi on m'a appris à écrire des textes universitaires avec une sorte de rationalité universitaire où tous les faits doivent être sourcés, il faut des références, le truc de la méthode argumentative, et en vrai, c'est vachement facile de tricher avec ce truc-là, parce que, et c'est quand même amusant, c'est que quand on lit un essai, si on va au rayon essai, on prend un essai, jamais on va vérifier si les notes sont bonnes. En vrai. Oui. Et d'ailleurs, il paraît, j'avais entendu que, alors je sais plus où j'ai entendu ça, mais que par exemple, Michel Foucault, le philosophe Michel Foucault, quand il écrit son Histoire de la folie à l'âge classique, qui est vraiment une somme considérable sur les institutions psychiatriques au Moyen-Âge, que en fait, peut-être pas beaucoup, mais lui, il inventait des références. En tout cas, des références n'ont pas été... on n'a pas réussi à en retrouver la trace, quoi. Bon. Mais jamais on vérifie, en fait, une note. Et ce qui est amusant, c'est que dans un roman, quand on a, pour le coup, une note de bas de page où ça a l'air d'être un peu plus universitaire, là, on va chercher et éventuellement, on va se rendre compte que ça n'existe pas. Et c'est pas inintéressant de comment ça vient...
faire apparaître quelque chose de notre rapport au savoir, à la vérité, et que la plupart du temps, on questionne pas en fait, et qu'il suffit qu'il y ait 3 noms propres dans où on va citer je sais pas qui. Je sais plus les questions d'hommes politiques dont je crois Sarkozy justement qui mit fin justement à ce voilà. Et donc effectivement moi je sais qu'en tant que lectrice mon premier réflexe c'est de me sentir trahie. Je me dis pardon, mais on m'a mené en bateau, mais enfin il n'a pas le droit de faire ça puisque ces personnes existent vraiment. Enfin voilà, il y a une espèce il y a plusieurs sentiments qui se mêlent, voilà. Oui, il y a à la fois le truc de l'argument d'autorité où, où il suffit de citer un nom, mais ça, pour le coup, sur les plateaux radio, sur les plateaux télé, quand il y a des débats, on a l'impression que les gens qui débattent passent leur temps à ah oui, mais moi j'ai lu, vous n'avez pas lu Alain Minck, ah bah si, mais moi j'ai lu, je sais pas qui. C'est une sorte de jeu de ping-pong où on se renvoie juste des noms, ce qui est pas très intéressant. Mais aussi, un nom, ça suffit à ancrer une histoire dans du réel. Et il suffit de dire... j'ai oublié le nom de la rue. Il suffit de dire la librairie Ombre Blanche. Et hop, les gens qui connaissent la librairie Ombre Blanche, hop, tout de suite, il y a des images, des sons. Et on est plongé dans, projeté dans du réel. Et ça vient donner comment on pourrait dire, un poids de réel à ce qui va être dit ensuite, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Disons qu'on se dit qu'on est forcément dans la vérité à partir du moment où c'est ça. Oui, mais il y a un peu un jeu entre la réalité et la fiction, mais bon, de toute façon, on a bien évidemment le droit de mettre de la réalité dans de la fiction, quoi. Bien sûr. Mais pour le coup, c'est aussi une manière en creux de venir causer aussi des gens qui, eux, viennent mettre de la fiction dans la réalité. Et des gens qui sont censés être des gouvernants ou des gouvernantes ou des économistes qui tiennent quand même entre les mains les ficelles de l'économie, eux aussi en vrai ils mettent de la fiction, mais ils passent leur temps à mettre de la fiction dans leur discours, dans leur mais en vrai on n'a pas ça, enfin je veux dire on s'en rend pas compte. Parce que on est tellement abreuvé et tellement biberonné de ces types de discours-là que en fait on prend ça comme c'est neutre, c'est objectif, c'est tout ça. Voilà, je sais pas si ça marche, mais c'est aussi de faire apparaître la fiction dans les discours qui sont censés être des discours sensés, rationnels. Mais est-ce que tu veux qu'on lise, est-ce que tu veux lire le passage pour illustrer le propos Donc c'est le moment où on descend dans les sous-sols de Versailles et où on rencontre cette fameuse sorcière, devineresse, une femme qui a pratiqué aussi la religion vaudou, une sorte de femme de l'ombre, dont on comprend qu'elle est quand même la conseillère la plus importante du pouvoir versaillais, quoi. Est-ce qu'il faut que je commence ? Et donc c'est un extrait là qui prend un ton plus professoral et plus en tout cas plus professoral et didactique, mais qui n'est pas du tout le ton c'est pas comme ça partout dans le roman, je vous rassure. Si le numérique est un formidable outil pour espionner et pister ceux qui en font usage, s'il permet ce flicage généralisé que dénoncent ses détracteurs, il a un défaut majeur et constitutif, sa réversibilité. Si vous utilisez les nouvelles technologies pour épier vos adversaires, connaître leurs préoccupations, devancer les coups qu'ils préparent, soyez certain qu'au même moment, ils vous observent par l'autre bout de la lunette. Le numérique est une technologie symétrique. L'information passe dans les deux sens. Le rêve des États, rêve fou et insensé, serait au contraire d'en faire une technologie asymétrique. D'où les crédits toujours plus indécents accordés aux acteurs de la cybersécurité. Les États voudraient pouvoir espionner toujours, sans être espionnés jamais. Mais c'est là un vœu vain qui ne changera rien au fait que le numérique est symétrique par nature. Pour toutes ces raisons, et sans renoncer pour autant à œuvrer secrètement à cette asymétrie rêvée, les États, les armées et les industriels s'étaient résignés. En effet, toutes choses étant égales par ailleurs,
il fallait bien admettre que la seule manière de conserver quelques coups d'avance dans cette grande partie d'échec à mort qu'était la mondialisation était de ne pas recourir au numérique. Ainsi, alors qu'ils continuaient à faire l'apologie des nouvelles technologies, les mêmes États, armés et industriels, à des fins de supériorité opérationnelle, furent contraints de dénumériser leurs services de renseignement et d'intelligence économique. C'est là que ça devient intéressant. Il y a une histoire parallèle à celle du développement des nouvelles technologies, celle de leur mise au ban. Ainsi, au début des années 70, alors que les premiers ordinateurs pénètrent dans les foyers, les acteurs étatiques, conscients du problème, renouent en toute discrétion avec des systèmes de communication et de surveillance à l'ancienne. Pigeons voyageurs, chats espions, dauphins détecteurs. Mais dans le domaine de la prospective stratégique, c'est surtout le grand retour des pratiques divinatoires. Ce sont les stratèges militaires qui, les premiers, dans un contexte de guerre froide prolongée, ont mis en place ces fameux Omen Departments visant à percer de manière asymétrique les intentions de leurs adversaires. Chaque nation avait sa spécialité. Certes, les Chinois n'avaient jamais cessé de pratiquer l'achilléomancie, la divination par les baguettes d'Achillée, et de remettre leurs décisions aux obscurs présages du Yi King. Mais les héros de la nouvelle économie, croyant trouver là une occasion de maximiser encore leurs avantages, en firent un usage intensifié. En France, Alain Minc avait été l'un des plus fervents zélateurs de ces pratiques, dont la célèbre Fondation Saint-Simon s'était très rapidement et très secrètement faite le relais. Les astrologues avaient été les premiers à profiter de cette forte demande en prospective non conventionnelle avant de perdre des parts de marché au profit d'autres pratiques mantiques comme la météoromancie, la taromancie et surtout l'ornithomancie, dont Alain Minc n'avait jamais manqué de louer les avantages. C'est triste à dire, répétait-il à tout va, mais c'est encore ce qui marche le mieux. Dans la Grèce antique, la classe des oiseaux oraculaires ou oiseaux à présage comptait de nombreuses espèces. Les résultats étaient plus ou moins probants. Les Romains, par souci d'efficacité, firent les comptes. En matière de fiabilité auguratoire, les gallinacés caracolaient loin devant les autres volatiles, oiseaux de proie inclus. De là l'essor fulgurant, dès le 5e siècle, de la pratique du tripudium, qui consistait à observer la prise de nourriture des poulets sacrés. Il paraît difficile de croire aujourd'hui que, comme le supposaient les devins de l'Antiquité, les poulets sont les messagers des dieux, dont ils comprendraient plus rapidement la volonté silencieuse, étant avec eux dans une intimité plus étroite. Aussi bien il n'a échappé à personne que les poulets ne savaient même pas voler, et donc qu'ils étaient presque aussi loin du soleil que les taupes et les lombrics. Et pourtant, les Romains avaient raison. La statistique moderne, confirmant les calculs des anciens, a rapidement établi que c'était bel et bien ça qui marchait, et qui marchait même du feu de Dieu. Bien avant le début des années 80, les spécialistes étaient déjà catégoriques sur ce point. Des poulets avaient été observés, disséqués, viviséqués. Cocorico, les chercheurs du CNRS, du DTR7, de la PALSTM et du JNFSCT étaient unanimes. Aucune entité divinatoire n'arrivait à la cheville des poulets. En d'autres termes, la France avait tous les atouts en main pour se hisser loin au-dessus de la mêlée. Ainsi, on sait peu que dans les années 80 et 90, les sous-sols de l'Élysée et de Matignon abritèrent de véritables et industriels élevages de poulets. Des dizaines, des centaines d'augures, de devins, de prêtresses et d'aruspices y conseillaient la présidence d'un côté et les membres du gouvernement de l'autre. Une fois par semaine, Alain Minc venait leur donner du bon grain en personne. Si les poulets l'acceptaient, le présage était bon. S'ils le refusaient, il était néfaste. Ces années-là, en France, l'art de lire dans les entrailles des poulets retrouva presque son niveau de la Rome antique. Au moment où le gouvernement faisait la promotion du Minitel auprès des ménages, des cohortes de poulets étaient transférées dans les sous-sols de la place Beauvau. Le département avait été créé au début des années 90 sous l'impulsion conjointe de Claude Allègre et Lionel Jospin, grand chantre du numérique par ailleurs. On pouvait résumer les choses de la manière suivante. Toute la politique française des années 90, puis des années 2000, s'était fondée sur les bons ou mauvais caprices des poulets. Voilà, véridique.
Merci. Ça vous donne une petite idée. Oui, exactement. C'est dur de rebondir là-dessus, pardon. Moi, j'ai juste encore une ou deux questions, puis après, si jamais vous avez des questions dans le public, je passerai le micro bien volontiers. Par exemple, les 6 personnages les 6 auteurs de science-fiction réunis alors je ne sais plus le nom de ce comité de Maître Ali Boron. Qui signe Maître Ali Boron. Oui, ouais. c'est ça, qui signe Maître Ali Boron. Est-ce que ce sont juste des auteurs de science-fiction que tu lis, que tu aimes, ou Oui. Ou est-ce que, voilà. Oui, beaucoup sont morts d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il est indiqué dans le roman que la seule vivante, je ne sais pas si c'est encore le cas là maintenant, oui, mais je crois, Joël Winterberg. Winterberg, ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas de raison particulière pour laquelle tu as choisi ces 6-là ? Non. Ok. Non. 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 C'est pas grave s'il n'y a pas une raison à tout. Non, mais par contre, je peux revenir au poulet. Oh, allez, vas-y. Non, mais parce que quand même. Mais ça faisait. Là, c'est raconté d'une manière quand même, oui, satirique et tout ça. Mais on sait, et ça fait aussi partie des choses. Moi, j'ai fait quand même quelques petites recherches documentaires, bon. Mais ça rejoint en fait, voilà, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que de tout temps, les gouvernants, les hommes et les femmes politiques se sont fait accompagner dans leur prise de décision par des procédés non conventionnels. Que ce soit, voilà, bon, on avait beaucoup glosé sur François Mitterrand et ses accointances avec Elisabeth Tessier, mais toujours en fait. Parce que sans doute que pour les gens qui détiennent le pouvoir, la question de l'avenir, c'est une question cruciale, mais une question fiévreuse même. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais est-ce que, même aux prochaines élections, si on veut, quoi. Et donc de là, sans doute, une espèce de quête désespérée de voir un peu plus loin que le moment du présent, quoi. Et moi, je trouvais ça pas inintéressant quand même d'insister aussi, bon voilà, toujours sur la question de venir interroger les figures du pouvoir, que les figures du pouvoir, en fait, voilà, bon, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, c'est les ordinateurs, c'est la statistique, c'est les mathématiques, tout ça, mais de venir, en fait, insister sur le fait que le pouvoir, il vient toujours s'ancrer dans il a toujours des racines qui remontent à beaucoup plus loin, en fait. Et il vient, il repose, en fait, sur toute une série comme ça d'étages stratifiés, voilà, qui remontent, à des pratiques comme la divination antique. Mais aussi, voilà, c'est quand même pas rien que l'usage qui est fait, par exemple, là, aujourd'hui, du château de Versailles, que Macron a un peu réinvesti pour y faire cette espèce de grand forum. Comment, finalement, le pouvoir, il ne tire aussi sa légitimité toujours qu'en s'appuyant sur ce qu'il y a eu avant lui, quoi. Et qu'il a besoin de ça, et qu'il a besoin d'invoquer les figures de Jupiter, on a besoin des palais de la République, on a besoin de tout ça pour que le pouvoir tienne, quoi. Il n'est que la somme il n'est que sa propre histoire d'une certaine manière, quoi. Et oui, bon, ouais. Et que ce qui lui fait peur, c'est, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans les 3 romans pour le coup que tu as écrits, il me semble, que ce qui fait peur au pouvoir, c'est ce qui lui est inconnu finalement, puisque je trouve que les 3 romans s'articulent autour de, à chaque fois, une sorte d'entité, un trou noir dont on ne sait pas vraiment ce qu'il revêt. Enfin, Francis Rissin, on ne sait pas, voilà, représente quelque chose, un personnage dont on ne sait pas vraiment qui il est. Le Chaumard aussi. Le Chaumard aussi, et le livre des contes, on ne sait pas ce qu'il contient. Enfin voilà, donc c'est ça. Donc, moi, c'est une question, mais là, c'est lié pour le coup davantage à mon histoire et à mes engagements militants, tout ça. Mais en effet. Quand le pouvoir paraît aussi massif, titanesque, bulldozer, voilà, qu'est-ce qui peut le faire vaciller, quoi. Bon, et c'est toujours c'est toujours David contre Goliath. Comment on peut faire quand on est quand on se sent des petites fourmis face à l'espèce de colosse qui a pas forcément des pieds d'argile, quoi. Et voilà, quel pouvoir on a de le déstabiliser et voire de le renverser.
renversé. Et bon, moi, une question aussi qui traverse peut-être mon travail, c'est la question du livre et est-ce que quels sont aussi les pouvoirs du livre et est-ce qu'un livre a encore aujourd'hui un pouvoir et un pouvoir politique. Bon, voilà, et au moment où il n'y en a plus que pour les réseaux sociaux et pour les intelligences artificielles. Et on a l'impression que si menace il devait y avoir, c'est forcément de là qu'elle viendrait et nulle part ailleurs. Et là, c'était presque une sorte d'exercice ou un peu de contrainte littéraire. C'est à quoi devrait ressembler un simple livre aujourd'hui pour que dans les antichambres ou dans les coulisses de l'Élysée ou de Versailles, on se mette à trembler, on se dit oh là là, ce livre-là, mais il faut jamais qu'il apparaisse en librairie. Bon, alors c'est une pure expérience de pensée parce que. Enfin bon, là si on veut, le livre des contes est une tentative, mais bon, voilà, je suis pas sûr qu'il soit encore arrivé au bon endroit. Et je suis pas sûr qu'il fasse peur à grand monde. Ça n'est que le début de son chemin. Il est même pas arrivé au Bélial. On sait pas. On sait pas. Mais bon, il y a un peu un jeu, un peu un jeu littéraire ouais. Mais sachant que bon voilà, à la fois on pourrait dire qu'aujourd'hui finalement le livre a plus beaucoup de poids et c'est plus là que ça se passe. Et en même temps, on observe aussi que les gens qui ont du pouvoir et les gens qui ont de l'argent, ils rachètent quand même les maisons d'édition. Il y a toujours de la censure, enfin aux États-Unis. Oui, évidemment. Voilà. Plus que jamais, enfin pas plus que jamais. C'est quand même leur conférer un certain pouvoir. Oui, non, bien sûr, ouais. Donc voilà, on peut quand même continuer de croire qu'il se joue là quelque chose, bon, en tout cas, qui intéresse ou qui ouais. Alors, je voulais poser la question, mais Kim l'a fait, de comment un roman foisonnant comme ça est construit. Maintenant, comme elle l'a fait, je ne vais pas la reposer, mais 600 pages pour Francis Rissin, ouais. Pareil pour Le Chaumort, là on dépasse un peu plus. Le roman de 300 pages est envisageable ou pas? Je dis pas ça méchamment. Non, je sais bien. C'est juste, voilà. C'est que moi, j'ai la tête qui foisonne, quoi. Donc après, heureusement déjà que j'ai des chouettes éditeurs qui m'aident à voilà, quelquefois, voilà, à tailler la haie, hein, voilà, comme à Versailles pour faire des beaux. C'était la question d'après. Pour faire des belles. Comment on appelle ça, les haies en forme de canari ou de. Comment? L'artaupierre. L'artaupierre, voilà. Et oui, voilà. Bon, mais malgré ça, ça pousse toujours plus vite que ce qu'on avait prévu, et voilà. Mais j'écris aussi des choses plus courtes, hein, mais voilà. En l'état, les choses qui ont été publiées, c'est les pavés. C'est les pavés, mais j'écris aussi des nouvelles et moi j'aime bien les novellas aussi. On dit ça, les novellas. Vous voyez, les novellas, c'est oui, je vois. Alors du coup c'est plus des sentiments auxquels tu peux du coup répondre, mais je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, mais quand même de donner mes sentiments et mes étonnements aussi en t'entendant, parce que j'ai eu l'impression que ce livre-là, par rapport aux deux précédents, mon sentiment, et même si là on a reparlé beaucoup de la vérité qui effectivement est le point commun des trois, qu'est-ce qui est vrai, les rouages du pouvoir, quel grain de sable on y met. Moi j'ai l'impression que celui-là, plus que les autres, son sujet et plus que la vérité, c'était la liberté. Et j'aurais plus mis ce mot-là en avant, même sur la 4e de couverture, si j'avais été l'éditeur, parce que on commence d'abord avec, sans le dévoiler, mais la grande entrée de ce roman, c'est une grande question de liberté, qui fait penser d'ailleurs à la phrase de Pascal qui dit que le malheur des hommes, c'est de ne pas pouvoir être seul dans une chambre à rien faire. Donc là, on voit bien qu'il essaye de tout faire, y compris avec des périodes d'onanisme, avec de quelqu'un qui en fait n'est pas libre et qui ne sait pas pourquoi. Et finalement, ça nous ramène à tout un tas de philosophes qui nous disent que c'est ça notre condition, que tu citais Nietzsche, nous voilà, il faut aimer ce sur quoi on peut rien. Et donc lui, il est en prise à ça. Et finalement, j'ai l'impression que, sans dévoiler ce qui va se passer pour lui, mais lui d'ailleurs c'est pas l'écriture ou le livre. On peut. Ouais, parce que lui d'ailleurs c'est la lecture qui va le sortir de là. Ouais. Et aujourd'hui, quand on dit aux jeunes, si tu lis des livres, tu seras libre. Or c'est en ça qu'on croit, si tu lis des livres, tu seras libre. Il suffit de le lire pour être libre. Lui, c'est la question qui lui est posée.
Il va même se mettre à écrire, parce que quand on lit, au bout d'un moment, la réaction, et c'est une manière de lire que d'écrire, ça va être ça, et qui va peut-être lui offrir une porte de sortie, alors c'est la question, mais il y a des gens qui ne veulent pas être libres. Si tu lis des livres, tu vas être libre, ben on leur dit ça, et ils lisent quand même pas. Donc le dilemme devant lequel il est se pose dès le départ comme ça. On lit un livre qui s'appelle Le Livre des Contes, et pendant tout le livre, tu vois, on parlait de l'âne. L'âne, on pense à l'âne de Buridan qui du coup ne peut pas décider justement et donc dit IA comme si l'IA allait décider à notre place. D'ailleurs le livre bleu de science-fiction se finit encore sur les IA qui sont lancés comme si l'âne était de Buridan la fin qui nous est promise à tous. Et le personnage de, je sais pas si je dis bien son nom et puis la lecture est un peu éloignée, mais Adélaïde ou... Oui, qui d'ailleurs a son nom, alors là c'était truc personnel à cause d'une vendeuse de crêpes à Rennes, alors qu'on se demande vraiment comment il a pu la croiser étant donné son trajet, mais voilà, lui c'est la liberté insolente que du coup les gens veulent tuer, supprimer, parce qu'il n'a pas le droit d'être comme ça. On pense à Vol au-dessus d'un nid de coucou, à cette liberté qu'on n'a pas le droit, à cet homme libre qu'on n'a pas le droit d'être dans notre espace, et donc moi, je l'ai beaucoup plus lu comme ça depuis l'individu, depuis la liberté par rapport aux livres précédents, en me disant que c'était de ça que tu me parlais pendant tout le long et en ayant l'impression que de ces couloirs-là, dans lesquels il rentre pour se sauver, l'issue était est-ce qu'on peut être libre ? Enfin, que c'était que ces questions posées plus que les questions de la vérité. Oui, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais il est beaucoup question du travail et du monde du travail, hein, qui est aussi une sorte de... Oui, non, mais bon, voilà, on peut pas parler de tout. Mais en effet, le travail et la question de l'émancipation par rapport au travail, en effet. Mais il y a ce thème de la liberté, il y a aussi le thème du jugement qui est aussi très présent. Bon, voilà, on aurait pu aussi déployer. Mais oui, bah oui. Mais peut-être juste pour expliciter ce sur quoi s'appuie ta remarque, c'est que le roman il commence par un prologue, et le prologue c'est une sorte de journal intime qui est écrit par un type qui en effet est enfermé dans une sorte bon, c'est une cellule un peu plus confortable peut-être qu'une cellule un peu plus confortable qu'un mitard, mais bon, ça reste une cellule, et il est là et il sait pas pourquoi, et il a l'impression d'être là depuis longtemps, il a perdu la mémoire, il sait pas ce qu'on lui reproche, il sait pas pourquoi il est là, il voit jamais ses geôliers, et donc progressivement il perd un peu pied, il perd la raison, et en fait tout change le jour où, et encore une fois il sait pas pourquoi, il y a une femme qui débarque dans sa cellule et qui lui pose un livre sur la table et qui dit voilà, on va faire un contrat, vous allez lire si vous lisez ce livre, vous pourrez sortir, quoi. Et alors là, il devient encore plus, il perd encore plus pied, et ça le rend fou. Enfin, ah bon, non seulement je suis là depuis des années, on m'explique pas pourquoi, c'est de la torture psychologique terrible, et en plus ma sortie ne tient qu'à la lecture d'un livre. Enfin, ça, il comprend pas. Après, il a l'impression que ça va être une sorte de livre démoniaque qui va l'ensorceler, mais même pas. C'est juste un roman d'aventure dont on comprend à demi-mot que peut-être c'est. Quand il le lit, on comprend peut-être qu'il est en train de lire ce que nous, on va avoir à lire par la suite. Bon, il y a un peu un jeu comme ça. Et finalement, à mesure qu'il avance dans cette lecture-là, il y a des... Voilà, et c'est pas clair, mais il comprend qu'il a quelque chose à voir, lui, avec l'histoire qui est racontée, que l'histoire qui est racontée, ça a quelque chose à voir avec sa propre histoire. Et donc à la fin, il arrête, il veut pas, il a trop peur en fait de ce qu'il va découvrir, mais peut-être c'est la peur de la liberté, je sais pas, mais il s'arrête de lire, en tout cas il repousse le moment de connaître la fin du livre, ouais. Voilà. Ça c'est le prologue. Et puis après on part à Versailles après. Mais merci beaucoup. Merci. Le livre des contes est publié aux éditions Tusitala. Vous venez d'écouter son auteur, Martin Mongin, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 13 mai 2025 et réalisée et mise en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.